Chers auditeurs, bonjour, rebonjour, re-bienvenue à ce premier épisode de notre deuxième saison du balado L'État du monde. Donc, en ma compagnie, comme pour la première année, Jocelyn Coulon. Jocelyn, ça va bien? Bon, très bien, bonjour. Toi-même en Arménie maintenant. Exactement. Cette année, je vais vous parler à partir de l'Arménie, de Yerevan. Donc, j'en profite pour ce premier épisode de vous lever mon verre. On se souhaite une très bonne saison d'un excellent cognac arménien. L'Arménie OK, qui est reconnue d'ailleurs pour la qualité de son cognac. Pour la petite histoire, c'était le cognac Ararat qui est produit ici, pas très loin, à Yerevan. ouais. C'était le préféré de Winston Churchill. Puis Ah, après la Deuxième Guerre mondiale, à ce qui paraît, Staline, à chaque année, envoyait une caisse de cognac Ararat à Churchill bon. en guise d'amitié. Donc, T'es sûr que c'était pas pour l'empoisonner? en tout cas, si c'était pour l'empoisonner, ça n'a pas Ah, fonctionné parce que Churchill, non, malgré tout l'alcool qu'il consommait et tous les cigares qu'il fumait, il a ouais, vécu, ma foi, drôlement longtemps. ouais, tout à fait. Bon, ben, écoute, l'été a été, il y a eu beaucoup d'événements qui sont passés cette Ah année. oui, Je pense que, écoute, l'événement le plus important, c'est celui qui s'est produit il y a quelques jours, un petit peu plus d'une semaine maintenant. Donc, la visite de Vladimir Poutine aux États-Unis, en Alaska, suite à une invitation du président Trump. Par la suite, la grande réunion avec Volodymyr Zelensky, les différents chefs d'État, de gouvernement de pays européens, membres de l'OTAN, qui l'ont accompagné aussi à Washington pour continuer à discuter d'un éventuel accord de paix. Donc, ça va être le premier sujet aujourd'hui, inévitablement. Puis aussi, ben, un autre sujet qui a fait couler beaucoup d'encre cet été, ça a été la question de la Palestine, ce qui se passe à Gaza. Il y a certains pays qui ont annoncé la reconnaissance de l'État palestinien. Donc, on en avait déjà glissé un mot il y a quelques semaines dans les derniers épisodes de la première saison. Macron voulait le faire en mai ou en juin dernier. Ça a été un petit peu retardé pour différentes raisons que tu pourras nous rappeler. Et puis, dernier sujet, ben, au moment où on se parle, le FBI est en train de perquisitionner la résidence d'un ancien conseiller à la sécurité nationale de Donald Trump lors de son premier mandat, avec qui maintenant il s'est brouillé. Donc, ça sera le troisième sujet aujourd'hui. Donc, allons-y. Parlons de l'Ukraine, la Russie, Trump, un éventuel prix Nobel de la paix, euh, allez, etc. Donc, écoute, je te Ça laisse. me semble, ça me semble un peu prématuré pour le prix Nobel de la paix, évidemment, puisque le récipiendaire va être annoncé au début octobre, hein. C'est toujours la saison des prix Nobel, c'est au Je pense début que octobre. je pense que les nominations pour le prix de cette année ont déjà été envoyées. Je pense que Ah bon, il est, s'ils devaient le recevoir, ce serait pour 2026. Ah bon, OK. Donc, on verra si ça fonctionne, ces entreprises, pour faire la paix avec une douzaine de pays là, qui a Ben, réussi à rabibocher ben oui, ben, sans que Oui, il y a l'Arménie et ben, l'Azerbaïdjan, c'est ça, justement. un conflit qui durait depuis 30, 35 ans. Sauf que on signe des papiers, mais c'est pas toujours, il n'y a pas toujours un aboutissement à ça. Mais revenons Oui. donc à l'Ukraine et à la Russie. Tout ce que je voulais faire ce matin, et puis on va aussi l'expliquer ensemble, c'est peut-être rappeler les enjeux, parce qu'il y a beaucoup de confusion depuis la rencontre Trump-Poutine en Alaska et se demander si le processus de négociation allant vers la paix pourra à un moment donné commencer. Parce que là, ce sont des rencontres pratiquement informelles, des discussions qui ne sont pas encore bien placées sur les différents enjeux. Mais rappelons-les. Alors, c'est essentiellement discuté en Alaska vendredi, il y a une semaine, ensuite lundi dernier à Washington, entre évidemment d'une part
Poutine et Trump, puis ensuite Trump, Zelensky, les chefs d'État européens. C'est 6 aspects de cette question. Il y en a certainement d'autres, mais ce sont les plus C'est importants. important. D'abord, d'abord, peut-être la nécessité d'un cessez-le-feu avant de commencer la négociation. Deuxièmement, il faut discuter de l'enjeu territorial, puisque pour les Russes, c'est fondamental, mais aussi pour les Ukrainiens qui veulent récupérer leur territoire. Troisièmement, des garanties de sécurité pour que plus jamais ne se reproduise l'invasion de l'Ukraine, mais aussi pour répondre aux angoisses sécuritaires de la Russie. Ça fait partie de la négociation, ça aussi. Quatrièmement, une rencontre possible entre Zelensky et Poutine dans les prochains jours ou dans les prochaines semaines. Cinquièmement, l'adhésion ou pas de l'Ukraine à l'OTAN. Et enfin, sixièmement, la taille de l'armée ukrainienne après la signature d'un accord de paix entre les parties. Donc, vous voyez tout de suite, d'abord, l'ampleur du champ de la Il, négociation. il y a du pain sur la planche, ouais. Voilà. Et si vous les prenez individuellement, il y a un nombre considérable d'obstacles pour chacune de ces questions-là. Alors, pour le cessez-le-feu, puis on échange, cher Jean-François, là-dessus. Pour le cessez-le-feu, moi, j'ai jamais pensé qu'un cessez-le-feu était utile avant de commencer une négociation. On peut très bien commencer une négociation, puis la guerre se poursuit. Oui. L'exemple de ça, c'est le Vietnam. 5 ans de négociations, de bombardements, évidemment de trêve pour Noël ou autre. Mais fondamentalement, on avait au Vietnam euh, demandé un cessez-le-feu. Les Vietnamiens demandaient un cessez-le-feu et les Américains n'ont pas accepté cette logique-là. Ils ont souvent, très souvent même, bombardé le Nord-Vietnam. Alors, je ne sais pas si toi, t'en fais une condition à l'ouverture des négociations. Ben, écoute, un autre exemple qui me vient en tête, c'est la fin de la Première Guerre mondiale. Donc, techniquement, le 11 novembre 1918, c'était pas un accord de paix, c'est un C'est vrai. armistice, donc c'est un cessez-le-feu. L'accord de paix a été signé quelques mois plus tard, a été signé en juin 1919, le traité de Versailles, qui a été le véritable accord de paix. Mais Ouais. lorsque les Allemands se sont rendus en novembre 1918, même si ce n'était qu'un cessez-le-feu, il y avait quand même plusieurs conditions, plusieurs éléments dans l'accord de cessez-le-feu qui ont par la suite été intégrés dans le traité de Versailles. Donc, en quelque sorte, les Allemands, en signant le cessez-le-feu, savaient d'une certaine façon dans quoi ils s'embarquaient, à quoi la Mhm. paix allait ressembler. Ouais. Je veux dire, il y a différentes façons de voir les choses. Est-ce qu'avoir un cessez-le-feu préalable à un accord de paix, c'est quelque chose d'essentiel? Au début d'une négociation, en fait, c'est ce que Zelensky dit. On ne pourra pas négocier s'il n'y a pas de cessez-le-feu. Je ferai remarquer qu'il n'y a pas de cessez-le-feu entre Israël et le Hamas. Et pourtant, ils négocient. Oui, c'est ça. Donc, Et puis l'autre problème avec un cessez-le-feu, puis ça, c'est le point de Vladimir Poutine, c'est admettons qu'on a un cessez-le-feu, ben, il faut aussi que les pays de l'OTAN, surtout les pays européens, cessent d'envoyer des munitions et de l'armement à l'Ukraine. Parce qu'il ne faut pas que le mhm, cessez-le-feu soit une façon pour l'Ukraine de se refaire des forces pour peut-être éventuellement repasser à l'offensive contre mhm, l'armée russe. Donc les Russes se disent, écoutez, s'il y a un cessez-le-feu, ben, on va arrêter les combats pendant 30 jours ou plus afin de donner une chance aux négociations pour qu'il y ait un accord de paix. Mais faut qu'il y ait cessation de la livraison d'armes et d'équipements militaires. Parce que si OK. c'est le cas, c'est simplement une façon pour l'armée ukrainienne de gagner du temps. Et puis, bien évidemment, on peut se mettre dans la peau des Russes qui, sur le champ de bataille, ont clairement le momentum en ce moment. Donc, quand on a le momentum à la guerre, c'est pas dans notre intérêt de le Ouais. perdre.
Donc, ça, Ouais, c'est vraiment un gros irritant pour la Russie. Et d'ailleurs, ouais. bon, si, apparemment, c'était ce que Donald Trump souhaitait lors de sa rencontre de vendredi dernier avec Vladimir Poutine. Il semblait insister sur la nécessité qu'il y ait un cessez-le-feu. Puis après la rencontre, cette condition-là semble avoir sauté. C'est tombé. Ça C'est semblait pas tombé. être très Ouais, important pour lui. Fait que moi, je pense qu'au final, des 6 points que tu as mentionnés, c'est peut-être celui qui pose le moins de problèmes, là. Parce que je ouais. ne vois pas en quoi c'est Allons, une condition qui pourrait faire avorter un éventuel accord de paix, là. OK. Allons-y maintenant pour les territoires, parce que ça, c'est quand même l'enjeu, un des enjeux essentiels de ce conflit. Évidemment, chacune des parties est sur ses positions. Les Ukrainiens, et puis on peut leur reprocher, veulent le retour aux frontières de 1991. Alors, au moment de leur indépendance, ces frontières ont été garanties par un certain nombre d'accords. Euh, Encore l'accord de la communauté Budapest internationale, 94. la communauté internationale a reconnu l'Ukraine dans ses frontières en reconnaissant l'État ukrainien. Alors que pour les Russes, bien sûr, ben, ce qu'ils ont conquis, ils veulent le garder. Et là, la bagarre, elle est plus autour du Donbass que de la Crimée, où tout le monde semble s'entendre, même si officiellement ils ne le disent pas comme ça, que la Crimée est perdue à tout jamais et qu'elle va rester dans le giron russe. Alors, ça aussi, c'est un obstacle considérable euh, à l'ouverture des négociations et même, au bout du compte, à un accord de paix. Oui, ben écoute, ce que les Ukrainiens ont aussi mentionné dans le cadre des négociations, c'est qu'on est prêt à échanger des territoires, mais ça va être un kilomètre pour 1 kilomètre. Ah oui, Oui, mais le problème, c'est qu'en ce moment, les Ukrainiens, ils contrôlent aucun territoire russe. Ils en ouais. contrôlaient une partie l'automne dernier dans la région de Koursk, en Ouais. Russie, mais ça a été reconquis par l'armée russe. Donc, je vois pas en quoi les Ukrainiens pourraient être en mesure Mhm. de maintenir leur position sur une condition comme celle-là, parce qu'ils contrôlent 0 kilomètre carré du territoire russe. Euh, OK. L'autre truc aussi qu'on doit savoir, c'est que Zelensky l'a répété plusieurs fois. Il dit, écoutez, la décision ultimement ne m'appartient pas. C'est pas le genre de décision que je peux faire parce que l'intégrité territoriale de l'Ukraine, des frontières de 1991, c'est un principe qui est inscrit dans la Constitution ukrainienne. Donc, Mhm. pour qu'il y ait une partition du territoire ukrainien, il va nécessairement falloir qu'il y ait un amendement à la Constitution ukrainienne. Donc, ça va falloir passer minimalement par un vote du Parlement ukrainien. Je pense pas que ça doive passer par référendum dans le cas de l'Ukraine, mais minimalement par un vote du Parlement ukrainien. Puis le problème, lorsqu'on regarde les sondages qui ont été réalisés en Ukraine, une immense majorité de la population ukrainienne qui refuse de céder le Mhm. moindre kilomètre carré à la Russie. Donc ça, c'est vraiment un irritant majeur. Maintenant, de l'autre côté, ben, les Russes, ils exigent pas non simplement les territoires qu'ils ont conquis, donc la Crimée, Ouais. Louhansk est conquis, la région est conquise à presque 100%. C'est une toute petite partie du territoire qui n'a pas encore été conquise. C'est la région de Donetsk qui est conquise à peu près à 78. 60-70%. Puis Ouais. là, les Russes, ils sont vraiment à l'offensive dans cette région-là. Si vous avez vu ce qui se passe autour des villes de Pokrovsk, de Konstantinivka, ils sont en train de prendre en tenaille les troupes ukrainiennes qui se trouvent dans ces deux villes-là. Donc, l'armée russe, là, vraiment, déploie ses efforts à 100% pour conquérir ce qui lui reste à conquérir. Mais c'est ça, dans les accords de paix, en tout cas, ce qui a fuité, c'est que la Russie exigerait que l'Ukraine cède la partie de Louhansk qui n'a pas encore été Mhm. conquise, mais aussi la partie de l'oblast de Donetsk qui n'a pas encore été conquise par l'armée russe. Donc, des gens disent, ben ouais, mais ça n'a pas de bon sens que l'armée ukrainienne doive céder des territoires comme ça, alors que son armée les a pas perdus militairement. Mhm. C'est du jamais vu, c'est complètement inacceptable. Ça ne serait pas du jamais vu si ça devait se produire. Je dois encore rappeler que la fin de la Première Guerre mondiale, techniquement, l'armée allemande n'avait pas été défaite. Elle Mhm. était, oui, elle battait en retraite, elle reculait, mais l'armée allemande n'avait pas encore été défaite. Les troupes
alliés n'avaient pas encore posé leurs pieds sur le territoire allemand. Mais l'Allemagne s'est quand même rendue, encore une fois, en novembre 1918, et dans le traité de Versailles, ben, l'Allemagne a perdu l'Alsace et la Lorraine. Et d'autres territoires aussi dans l'Est, la Prusse orientale, qui ont été cédés à la Pologne lorsque le pays a été créé. Donc, vous avez des précédents d'armées qui n'ont pas été défaites sur le champ de bataille, Mhm. qui, à la suite d'un accord de paix, ont dû céder malgré tout des territoires. Euh, donc, ça ne serait pas Et puis, du jamais il y a vu. peut-être, oui, Ben, l'autre chose que j'ajouterais il- très, il- très rapidement, c'est que compte tenu de la situation sur le champ de bataille, on peut légitimement se poser la question, est-ce que l'Ukraine n'est pas de toute façon condamnée à perdre ces territoires-là? ouais, Si c'est le cas, ben, la question qui doit se poser, c'est est-ce qu'on cède volontairement des territoires qui, au cours de la prochaine année, on risque fort bien de perdre par des voies militaires? Donc, si hein, on les cède, ben, on épargne la vie de dizaines de milliers de soldats qui, si on décidait de les protéger, de les défendre, avec le résultat dont on peut soupçonner, ben, on se ramasserait au même résultat, mais ça nous aurait coûté des dizaines et des dizaines de milliers de vies humaines. Donc, je pense qu'il y a un calcul moral qui devrait être fait. Si l'Ukraine doit véritablement considérer cette demande-là comme étant une demande légitime, ben, je pense que sur le plan moral, c'est une question qui devrait se poser. Mais OK. Peut-être qu'il y a une façon de contourner l'affaire, c'est-à-dire que comme l'accord de paix va certainement être signé sur les lignes où les deux armées seront face à face, ben, on n'en parle pas de la rétrocession des territoires et et l'Ukraine peut dire ce sont nos ce sont territoires, des un peu territoires comme occupés, comme à Chypre. voilà, c'est un peu comme Chypre, l'exemple de Chypre. Et puis, on verra ça plus tard à Chypre. Je vous rappellerai que ça fait 50 ans que ça négocie, hein. C'est arrivé en 74, l'invasion turque du nord de Chypre, et il y a toujours des négociations. Maintenant, passons aux garanties de sécurité, qui est aussi un panier de crabes. Euh, Qu'est-ce qu'on entend d'abord par des garanties de sécurité et puis qui peut les offrir, ces garanties de sécurité? Moi, je pense que la seule garantie de sécurité que sur laquelle l'Ukraine pourrait se reposer et puis s'assurer d'une défense, c'est que les Américains déploient 300 000 soldats sur la ligne de cessez-le-feu, comme ça a été fait entre Oui. l'Allemagne de l'Ouest et l'Allemagne de l'Est. Ou en Et Corée. si les Russes rentrent, ben, évidemment, il y aura un conflit. Ils ne le feront pas, ils rentreront pas. Mais il n'y aura pas un seul soldat américain Ça, sur le sol ukrainien. Donc, quel genre de garantie de sécurité on peut donner? C'est très difficile. On a parlé de l'article 5 de l'OTAN, qui repose essentiellement sur la confiance. Les gens n'ont pas lu ils n'ont pas lu l'article 5 convenablement. C'est un article qui dit oui, une attaque contre un, c'est une attaque contre tous les autres et les autres doivent réagir, mais ils réagissent selon leurs moyens. oui. Alors, ça peut être un télégramme en disant aux Ukrainiens bonne chance, mais On, ça on- peut être on condamne aussi, l'attaque, mais on s'en tient à ça. C'est le Monténégro, on va pas envoyer 50 000 hommes, là. voilà. Et donc, les garanties de sécurité, c'est finalement toute la confiance qu'on peut mettre dans un allié qui pourrait venir nous aider. Ouais. Voilà, mon Ben, c'est cher ça, écoute, Jean-François. les garanties de sécurité, tu sais, en ce moment, en raison de la situation sur le champ de bataille, c'est la Russie qui a le gros bout du bâton, qui mène le jeu, qui est en mesure d'imposer ses conditions. Et puis, Lavrov le dit très clairement, nous, notre objectif, c'est de la part des Russes, lorsque je dis nous, c'est de régler, s'attaquer aux causes profondes du conflit en Ukraine. Et la raison pour laquelle ce conflit-là, selon Lavrov, a éclaté, c'est à cause de l'élargissement de l'OTAN vers l'Est. Donc, dans cette perspective-là, il est inévitable
que la Russie ne va jamais accepter que des troupes de pays membres de l'OTAN soient déployées sur la ligne de démarcation. Ça, pour moi, Voilà. ça va être un non catégorique de la part des Russes. Donc, si les garanties de sécurité consistent dans le déploiement de soldats internationaux sur cette ligne de démarcation-là, il va falloir que ce soit des pays dont les soldats n'appartiennent pas à l'OTAN, des Tu as soldats, des modèles, ouais, hein, donc des, des soldats des Nations Unies. des soldats des Nations Unies, mais bon, nous disons avant qu'on commence à enregistrer, on peut penser à des soldats indiens, peut-être le Sri Lanka, Bangladesh, des pays non alignés, La- on peut utiliser cette voilà, expression-là, mais il n'y aura pas de soldats américains. Ça, Trump a été très clair sur la question, et Vladimir ouais. Poutine n'acceptera pas le déploiement de soldats européens. Et même s'il devait accepter le déploiement de soldats européens à la frontière. Encore une fois, puis tu nous l'avais répété dans un épisode lors de la première saison, compte tenu de la longueur de la ligne Étirement. de Ouais, démarcation, il faudrait au moins 100 000 hommes. 100 000 hommes, et ouais. ça veut dire un soldat par 100 mètres. Il y a, Donc, ouais, il y a quand même des trous dans la ligne, là, mais c'est ce que ça devrait représenter. Et le problème, c'est que ces soldats-là, c'est des soldats occidentaux qui sont, entre guillemets, syndiqués, ils ne vont pas être déployés là pendant 5 ans non-stop, là. Il va y avoir là, des rotations. Et imaginons voilà. qu'il y a une rotation une fois par année, ben, ça veut dire que ce n'est pas juste 100 000 hommes. Il va en falloir 200 000. Puis si c'est Mm. 2 rotations par année, il va falloir 300 000 hommes. Et puis je pense que c'est la BBC qui avait analysé la question compte tenu des effectifs des forces armées de la Grande-Bretagne et de la France, qui sont en Europe les forces armées les plus importantes. La Russie, la France et la Grande-Bretagne, respectivement, ne pourraient contribuer que de l'ordre de 10% à ce contingent-là. Donc, 100 000, il ouais. resterait quand même 80% des soldats qui devraient être trouvés ailleurs. Et puis, Ouais. lorsqu'on amalgame tous les soldats disponibles en Europe, vous avez des pays qui pourraient à peine être en mesure de déployer 500 soldats. Donc, Non, ça, mais en plus, il y a des pays qui ont dit qu'ils n'iraient pas. c'est ça. L'Italie a dit qu'il n'irait pas. En Allemagne, si jamais il y a un déploiement sur le territoire ukrainien, il risque d'y avoir une crise gouvernementale parce qu'il y a certains éléments à droite comme à gauche qui sont contre le retour des soldats allemands sur un territoire Et, et qu'ils ont déjà occupé en 39-45. puis on rappelle que, Alors, on rappelle que la situation du gouvernement allemand, c'est un gouvernement de coalition avec voilà, plusieurs c'est partis politiques. Donc, il suffit qu'un petit très parti fragile. tire la plug pour que le gouvernement tombe. Puis, donc, je pense qu'en termes de garantie de sécurité, en ce moment, compte tenu de ces difficultés-là, du fait que c'est la Russie qui a le momentum, ça pourrait consister uniquement en des engagements sur papier. Donc, la Russie s'engage à ne pas repasser à l'offensive. Euh, Voilà, les Américains ont laissé sous-entendre qu'ils pourraient s'en tenir au partage des le renseignement. renseignements militaires pour aider l'armée ukrainienne. Mais bon, moi, je pense que les garanties de sécurité qui sont faisables et qui pourraient potentiellement être acceptées par le Kremlin, ça reste des garanties extrêmement minimales qui laissent sous-entendre la possibilité qu'il puisse y avoir une reprise de ce conflit-là au cours des Voilà. prochaines années. OK. Justement, parlons de l'OTAN. Donc, pour les Russes, c'est une condition sine qua non à la signature d'un accord. Il n'y a pas d'adhésion de l'Ukraine à l'OTAN. Et du côté des Ukrainiens, c'est sûr qu'ils veulent adhérer à l'OTAN parce qu'il y a cette garantie de sécurité Ah oui, auquel moi personnellement je ne crois pas, mais en tout cas, mais pour eux, c'est ils, l'ultime garantie de sécurité. voilà, ils s'y accrochent, mais je crois que au fond d'eux-mêmes, ils ont déjà renoncé à adhérer à l'OTAN. Et donc, cette partie-là est négociable, à mon avis, chez les Ukrainiens. Euh, c'est de dire, soit qu'on n'en parle pas, soit qu'effectivement on renonce à travers l'accord de paix. Alors, je pense que c'est à peu près l'option. Bon, oui, écoute, c'est pas possible. C'est impossible. La Ouais, Russie n'acceptera jamais.
je vois pas comment cette promesse-là va pouvoir être tenue. Puis je dois rappeler que, tu sais, ultimement, c'est les États-Unis hein, qui vont prendre la décision. C'est eux qui Bien financent sûr. l'Union. Alors, en plus, l'invitation à adhérer à l'OTAN doit recevoir l'unanimité des 32 membres actuels. C'est ça. Donc, tu as déjà la Hongrie, la Slovaquie, peut-être deux ou trois autres pays qui seraient contre, dont les États-Unis, puisque Et même Biden c'est ça, c'est ce que avait j'allais dire. refusé. C'est une opposition qui transcende l'opposition entre les démocrates et les Voilà, républicains. Biden avait déjà fait une croix là-dessus, puis Trump a été encore plus clair que son prédécesseur. Donc ça, voilà. vraiment, ça devrait, il n'y a même pas matière à discuter Ouais, de cet élément-là dans un éventuel accord de paix. ouais. Ça se fera pas, là. Peut-être Si, une éventuelle adhésion à l'Union européenne. L'Union européenne qui a dans sa constitution, ses institutions, un mécanisme plus ou moins ouais. semblable à l'article 5. Mais bon, je pense que ça. Mais ça, les Russes se sont jamais opposés à l'adhésion à l'Union européenne. Et à mon avis, c'est plutôt les Européens qui vont s'y opposer, compte tenu qu'il faut absorber un immense pays qui fait une compétition sur le plan agricole, par exemple, dont on sait comment c'est important pour les Européens, leur politique agricole commune. Et En tout cas, ça a déjà soulevé d'énormes protestations, par exemple en Pologne. Les voilà. Polonais Donc, extrêmement insatisfaits de ça. Et puis, qui dit aussi adhésion à l'Union européenne, c'est potentiellement aussi, pas automatiquement, mais potentiellement aussi l'adhésion à l'espace Schengen. Donc, est-ce que l'Europe est prête à absorber jusqu'à potentiellement 35 millions ouais, d'immigrants tout à fait. ukrainiens? Il y en a déjà beaucoup qui sont en C'est ça. territoire européen. Alors, passons maintenant à la taille de l'armée, parce que les Russes conditionnent aussi la signature d'un accord à la réduction euh, de l'armée ukrainienne. Là, ici, je dois dire que ça relève de la souveraineté de l'Ukraine, de savoir combien de soldats elle veut avoir dans son armée. Ça risque d'être très difficile à négocier avec les Russes. Quoi qu'il y a Qu'est-ce que tu encore en une fois un penses? précédent. Traité de Versailles, en vertu de l'accord de Ouais, paix, l'armée de la République de Weimar ne devait être limitée qu'à 100 000 hommes seulement. c'est vrai. Interdiction d'avoir des chars d'assaut, une aviation. Donc on sait qu'Hitler a- a ignoré ces dispositions-là, mais encore une fois, on a un précédent ici. Mais on comprendra que tu sais, si les garanties de sécurité ne sont que C'est des du mots, papier. des promesses qu'on va pas repasser à l'offensive. On peut comprendre les Ukrainiens de ne pas vouloir avoir une force militaire limitée Voilà. à 100 000 hommes ou 200 000 hommes. Eux, dans leur esprit à eux, pour vraiment faire face à une nouvelle invasion, ils auraient besoin d'une armée déjà déployée, constituée d'à peu près 800 000 hommes, pouvant aller jusqu'à 1 million et peut-être plus, et davantage aussi avec des réservistes. Donc, ça va Non, être. ça va être très, très difficile. Évidemment, il y a toutes sortes de, comment dirais-je, de configurations. Vous pouvez avoir 500 000 hommes dans votre armée, mais elle va être surtout déployée dans l'ouest de l'Ukraine et non pas dans l'est. Mais il faudrait que de l'autre côté de la frontière, les Russes aussi ne déploient pas des centaines de milliers de soldats C'est ça. près de leurs frontières. Donc, il existe toutes sortes de mécanismes. Il s'agit évidemment de s'engager là-dedans. Donc, on voit encore Il y la Ouais, puis difficulté. il y a aussi des moyens de contourner cette limitation-là. Mettons que c'est pas plus que 200 000 hommes, mais on a appris de la guerre des 3 dernières années et demie, la nature de la guerre, quel type de soldats on a besoin, quel type d'armement. Ouais, Donc, c'est, disons, 1/4 de million de soldats ukrainiens, mais c'est des soldats qui savent utiliser les technologies, la guerre des drones, ouais. etc. On sait très bien que c'est ça qui fait la différence en ce moment sur le champ de bataille. Donc, c'est pas parce que vous avez une armée réduite qu'elle est nécessairement moins en mesure de Plus défendre faible, le ouais. territoire. Donc, il y a moyen peut-être là, de jouer à ce niveau-là, mais bon, encore une fois, ça va être difficile à faire passer comme pilule pour les Ukrainiens s'ils doivent accepter une limitation de la taille de leur armée. Dernier élément, c'est la rencontre Zelensky-Poutine. Alors, il n'y a toujours pas d'accord sur une date et un lieu. Il
semble y avoir un accord de principe pour la rencontre. Et là, Lavrov faisait une déclaration aujourd'hui où il disait, avant même d'accepter la rencontre, il faut qu'il y ait un agenda. Il faut qu'on s'entende sur un agenda. On ne va pas se rencontrer juste pour se rencontrer. Donc là aussi, il va y avoir une difficulté. De quoi allons-nous parler? Mais c'est peut-être pas une difficulté insurmontable quand même. Il s'agit qu'encore là, la volonté politique des deux hommes prévalent et j'imagine qu'on pourrait se rencontrer à Genève. La Suisse a déjà dit qu'elle lèverait un mandat d'arrêt contre Poutine, mais on voit bien une rencontre en Turquie ou en Arabie Saoudite. Ouais. Oui, puis c'est ça. Donc, le lieu, ça reste à discuter. Je pense pas qu'à ce moment-ci, ce soit dans l'intérêt de Vladimir Poutine de se rendre en Europe, euh, une panne de moteur, puis être obligé Oui, de se poser d'urgence dans un atterri. pays qui a pas levé le mandat d'arrestation. Ça, c'est plus Ouais. théorique qu'autre chose. Ici, je dois noter que la Russie fait une concession. Si effectivement Poutine est prêt à rencontrer Zelensky, parce qu'on se souviendra que tant Lavrov que Poutine ont dit que ben, Zelensky, c'est pas le représentant légitime de Hmm. l'Ukraine parce que ce n'est plus, il n'a plus de mandat électif effectif parce que le mandat Ouais, aurait dû prendre fin l'année dernière. Donc, l'année on dernière. considère comme maintenant comme un dictateur, quelqu'un qui agit à l'extérieur du cadre constitutionnel. Donc là, si effectivement Poutine est prêt à rencontrer Zelensky, c'est une concession, ça serait la reconnaissance que Zelensky est toujours le représentant légitime de Ouais, l'Ukraine. Mais bon, ça reste quand même une toute petite concession de la part de la Russie qui est davantage symbolique tout qu'autre à fait. qu'autre chose. Donc, écoute, Alors voilà, mon cher Jean-François, je pense qu'on a fait le tour pour aujourd'hui sur l'Ukraine. ouais, puis on n'a Alors, pas à moins fini, hein. On n'a pas fini parce que les gens qui se disaient, ah, ils se rencontrent enfin, il va y avoir un accord de paix signé au cours des prochains jours. Moi, je pense qu'on est au début du tout début du commencement. Euh, oui, oui, tout il reste à encore fait. beaucoup de détails qui doivent être discutés, comme on vient d'en discuter au cours des 30 dernières minutes. Et puis, lorsqu'on va commencer à entrer dans le cœur du sujet, c'est là où il va y avoir, les frictions vont apparaître, les dissensions. Puis, il y a aussi beaucoup d'acteurs autour de la table, hein. Il y avait beaucoup de monde dans le bureau ovale là, devant Oui. Trump. Ça, c'est... Des gens qui ne sont pas tous utiles, hein. Je Non. pense que la présidente de la Commission européenne n'avait pas sa place Et autour de la table. il s'est fait Et aussi même, demander je à un certain dirais, moment de quitter parce que ouais. Trump ne voulait plus Et je qu'il y avait pense, des et je chefs de pense pas gouvernement. que je pense pas que le secrétaire général de l'OTAN aussi aurait dû être là parce que c'est pas un décideur. Non, c'est ça. Lui, c'est le secrétaire de l'OTAN et les pays membres sont les patrons. C'est eux qui décident et évidemment, c'est surtout les États-Unis, le Royaume-Uni, l'Allemagne et la France qui étaient les vrais interlocuteurs Ah oui, autour c'est de ça. la table. En tout cas, ça nous a permis, Alors voilà, ça nous a aussi permis de découvrir c'était qui le président finlandais. Ah, il y avait celui-là aussi, qui est un chic type et qui a rappelé quand même que la Finlande avait été entrée en guerre avec l'Union soviétique et avait perdu 10% de son territoire, mais avait conservé son système politique, économique, idéologique, et qui l'a très bien servi d'ailleurs jusqu'à son intégration dans l'OTAN. Exactement. Alors, on s'engagera pas dans cette voie puisque le temps passe et on peut parler de la Palestine. Je crois que tu as quelque chose à dire là-dessus. Oui, ben, écoute, je te laisserai y aller d'abord parce que je pense que c'est toi qui avait été celui d'entre nous qui avait vraiment abordé cette question-là, que la Palestine est un État reconnu par plus de 150 États dans le monde. Euh, Voilà. Rapidement, tu peux nous refaire l'historique puis l'état des débats sur la question au cours des dernières semaines. Puis pour les auditeurs, je pense qu'on a toi et moi, je pense qu'on est un petit peu en désaccord sur la posture que le Canada devrait avoir par Mhm. rapport à la Palestine. Ben, à partir du moment où, près de 145, avant les reconnaissances des dernières semaines, à partir du moment où près de 145 pays ont reconnu la Palestine dans les frontières de 1967, ce qui correspond à peu près au plan de partage de 1947-48, à peu près, hein.
parce qu'évidemment, la guerre de 48-49 a modifié le territoire, en tout cas, une partie du territoire a été conquis par Israël. Mais Euh, lorsqu'on à parle part- du territoire de la Palestine, c'est essentiellement la Cisjordanie et la bande. voilà, et Jérusalem-Est. Oui. Faut jamais oublier Jérusalem-Est. Et donc, à partir du moment où cette Palestine est reconnue par 145 pays sur 193 membres des Nations Unies, elle a une certaine légitimité, euh, parce que finalement, la reconnaissance diplomatique, c'est d'abord et avant tout un acte politique. Vous reconnaissez que cet État existe. Il y a d'autres exemples dans le monde où on a reconnu des États qui sont pratiquement inexistants. Et je parle ici du Sahara occidental, qui a proclamé son indépendance en 1976 devant l'arrivée des troupes marocaines qui voulaient s'emparer de ce Sahara occidental qui appartenait, entre guillemets, à l'Espagne depuis un certain nombre de temps. Et le Front Polisario, qui s'estimait être le représentant légitime du peuple sahraoui, a proclamé l'indépendance en 74 ou 76 et il a été reconnu par 85 pays. À l'époque, il y en avait à peu près 150 aux Nations Unies. Et il y avait des gros pays là-dedans. Pas aucun pays européen, mais dans le monde entier, c'était bien reconnu. Or, le Sahara occidental de l'époque, c'était 10 à 20 du territoire et une bonne partie de la population était réfugiée dans le sud de l'Algérie. Et Sahara occidental est devenu membre de l'Union africaine. Et il est toujours membre de l'Union africaine, même si aujourd'hui il n'est reconnu que par une trentaine de pays. Donc, tu vois, on s'est basé sur des considérations politiques pour reconnaître le Sahara plutôt que les conditions de Montevidéo qui disaient il faut avoir un territoire reconnu et balisé, il faut Rôle. avoir une population stable, il faut avoir un gouvernement en état de gouverner et quatrième condition, être en mesure d'avoir des relations avec le reste de la planète. Pour ce qui est de la Palestine, ben, il y a un territoire palestinien, même s'il n'est pas encore tout à fait défini. Gaza, c'est défini. La Cisjordanie, c'est à peu près défini dans ses frontières externes, même si à l'intérieur, le territoire a été grappillé par Les colonies. Israël. Ouais. Euh, donc, il y a un territoire, une population, personne ne peut nier qu'il n'y a pas de population palestinienne. Il y a un gouvernement, Mahmoud Abbas, qui est capable de gouverner en tout cas le coin qu'il dirige, malgré tout ce qui s'est passé avec Israël et malgré ce qui se passe à Gaza, où Mahmoud Abbas a perdu le contrôle de Gaza en 2007. Et enfin, c'est un gouvernement qui est en mesure d'avoir des relations diplomatiques avec le reste du monde, puisqu'il y en a maintenant 150 qui l'ont reconnu. Donc, l'État de Palestine, il existe et la communauté internationale prend acte de cette existence. Moi, tu vois, la raison pour laquelle la Palestine a été reconnue par différents États au cours des dernières décennies, c'est un geste, une reconnaissance politique qui a Tout à découlé du fait. fait que, à l'époque, Yasser Arafat, qui était le dirigeant de l'OLP, qui est devenu par la suite, en quelque sorte, là, l'autorité palestinienne, c'est Yasser Arafat qui a commencé sa carrière avec des méthodes. C'est un terroriste. Donc, il y avait des kidnappings, des détournements d'avions. Donc, on ne peut pas reconnaître une autorité politique qui a recours à des méthodes terroristes. Donc, à partir du moment où Yasser Arafat a mis de côté l'option terroriste et il a dit, écoutez, à partir de Ouais, maintenant, on va utiliser que des voies politiques pour obtenir ce qu'on veut obtenir. Là, c'est à partir de ce moment-là où différents États ont commencé à reconnaître la Palestine parce que moi j'appelle ça en quelque sorte une forme de récompense pour un groupe jadis terroriste qui abandonne l'option du voilà. terrorisme pour passer à des voies politiques. Le problème que j'ai en ce moment,
il est faux de dire que l'autorité palestinienne, c'est le Hamas et que l'autorité palestinienne, puis Mahmoud Abbas, c'est un terroriste. C'est complètement faux de dire ça. Tout à fait. Le problème, tu l'as rappelé, c'est que Mahmoud Abbas a perdu le contrôle un peu de son territoire et la bande de Gaza, qui est maintenant qui est contrôlée depuis 15 ans par le Hamas, qui est un groupe terroriste qui a commis les atrocités de Du 2000 7 octobre. 7 octobre 2023. Il n'y a pas photo là-dessus. Moi, ce que je reproche à l'autorité palestinienne, à Mahmoud Abbas, c'est 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 d'être inaudible. C'est de ne pas Mm, prendre position contre ce que le Hamas a fait, de se dissocier de ce que le Hamas a fait et de rappeler à l'ensemble de la planète que ce qu'ils ont fait, ça ne représente pas la Palestine, les Palestiniens qui ont choisi depuis la décision de Yasser Arafat dans les années mm, 80 de lutter pour leur libération mm. uniquement par des voies politiques. Puis je pense qu'il y aurait eu des déclarations fortes qui auraient dû être nécessaires de la part de l'autorité palestinienne et j'irai encore plus loin pour vraiment montrer que c'est pas juste des mots, mais que ça cache aussi une véritable volonté politique. Je me serais attendu à ce qu'au moins une poignée de forces de sécurité de l'autorité palestinienne soient aussi déployées dans la bande de Gaza pour lutter militairement contre le Hamas. Mais Si ça je avait pense que été c'était pas. Mm. mais si ça avait été le cas, moi, j'aurais dit dans le cas du Canada, ben, je pense que ça vaut la peine de récompenser, entre guillemets, politiquement l'autorité palestinienne en lui donnant cette reconnaissance-là, parce que vraiment, par les paroles et par les gestes, il rappelle que la Palestine veut obtenir ce qu'elle souhaite obtenir par des voies Mm. politiques. C'est la seule voie légitime et qu'elle rejette, mais vraiment explicitement l'option du terrorisme qui est maintenant l'essence même du Hamas et du Hezbollah. Donc, pour moi, Il y a, c'est là où j'ai un problème avec une reconnaissance à l'heure actuelle par le mais Canada et la Palestine je comme pense que je pense que la reconnaissance vient appuyer et renforcer le gouvernement de Mahmoud Abbas et d'isoler encore plus le Hamas. Je pense que les pays qui reconnaissent la Palestine, évidemment, ils reconnaissent la Palestine de Mahmoud Abbas, et ils envoient le message au Hamas, au djihad islamique, à tous ces groupes, euh, qu'ils sont de plus en plus isolés, en tout cas sur la scène internationale, à savoir quel est leur appui au sein de la population palestinienne, c'est toujours un peu difficile. C'est comme de savoir si les Russes appuient Poutine. Les sondages disent ce qu'ils veulent dire, mais moi, je le vois comme ça, comme étant une façon d'isoler le Hamas et de donner encore plus de légitimité à Mahmoud Abbas, qui ira l'année prochaine en élection, et on espère évidemment qu'il ne se représentera pas. De toute façon, il va avoir 89 ans, et qu'il y aura d'autres leaders qui pourront mieux représenter les Palestiniens. C'est ce que je vois pour Oui, l'instant. non, mais c'est ça, je suis d'accord avec toi, mais pour vraiment appuyer davantage le tout, la chose, des gestes forts posés par l'autorité palestinienne, à mes yeux, à moi, auraient dû être nécessaires depuis les 2 dernières années et demie. Et Mais je pense que les gens de Mahmoud Abbas ne pouvaient pas rentrer à Gaza, tout simplement. non, C'est non, une c'est ça, ils question sont que, vraiment. comme, comme le Hamas contrôlait tout, Ouais. quand même, pratiquement avec l'accord de Netanyahou. Je veux dire, Netanyahou fermait les yeux sur les millions, les centaines de millions de dollars du Qatar pour s'assurer les salaires des fonctionnaires palestiniens à Gaza, pour financer la vie à Gaza. Et en même temps, ben, ça alimentait le Hamas. Oui, Faut pas se faire d'illusions. Donc, c'est une situation complexe, oui, qu'on ne comme tu le réglera pas cette sais. semaine. C'est presque un avertissement aux Russes et aux Ukrainiens, d'une certaine façon. Oui. Voilà pour la Palestine, je pense que ce qu'on pouvait dire Bon, d'intelligent ouais, aujourd'hui. puis on va en reparler cette année. Ben, on va reparler inévitablement aussi de la situation humanitaire. C'est Euh, sûr. c'est Ouais. terrible, là. Ouais.
Bon, Ouais. écoute, dernier sujet, John Bolton, ça c'est le type avec la grosse moustache. Tu Euh, mettras une photo oui, justement ça, je sur vais le mettre une site, photo hein. de lui. Donc, ancien conseiller à la sécurité nationale de Trump, premier mandat, dont tu me disais que le FBI est en train de perquisitionner sa demeure. Donc, Ouais. écoute, vas-y. Alors, John Bolton est un drôle de personnage. Il a fini effectivement comme conseiller à la sécurité nationale de, de Trump dans son premier mandat. Et il a toujours été considéré, et il se considère lui aussi, comme un faucon en matière de politique étrangère. Et il faut regarder son parcours politique et idéologique pour comprendre pourquoi il a abouti euh, comme conseiller de Trump. C'est que dans les années 80-90, il était considéré comme un néoconservateur qui était en lutte contre toutes les politiques d'ouverture, soit envers l'ancien bloc de l'Est, soit envers, entre guillemets, les ennemis traditionnels des États-Unis, l'Iran, la Corée du Nord, Cuba, le Venezuela, etc. Alors, c'est un homme qui soulevait même la controverse au sein du Parti républicain. Au début des années 2000, il a été conseiller, il était Assistant Secretary of State euh, sur le contrôle des armements qu'il détestait. Donc, on l'avait mis là pratiquement pour justement qu'il n'y ait pas d'accord de contrôle des armements avec les Soviétiques. Et pendant les crises avec l'Irak en particulier, on dit qu'il a caché de l'information à Colin Powell et à Condoleezza Rice. Alors, on voit tout de suite le personnage complotiste pratiquement. Ensuite, vers la fin du mandat de George Bush, celui-ci, George Bush fils, celui-ci le nomme ambassadeur auprès des Nations Unies. Mais comme il avait fait des déclarations incendiaires sur les Nations Unies, le Sénat n'a pas voulu le reconnaître malgré le fait que les républicains étaient majoritaires. Trop de républicains étaient contre lui, ce qui fait qu'il a quand même été nommé ambassadeur auprès des Nations Unies, mais dans une procédure particulière. Il n'est pas resté longtemps, à peu près un an. Puis, il y a eu l'éclipse, bien sûr, sous le gouvernement Obama. Il revient comme conseiller à la sécurité nationale et il finit par claquer la porte euh, du gouvernement Trump. Et Trump s'est défendu en disant, si j'avais écouté ce type, on aurait déclenché la Troisième Guerre mondiale une couple de fois. Parce que pour Trump, les seuls conseils que John Bolton lui donnait, c'était de bombarder le Venezuela, l'Iran, la Corée du Nord, etc. Donc, il n'y avait pas une grande place pour la diplomatie et c'était pas étranger à le parcours que je viens de décrire. Et Oui. est-ce que Bolton s'était défendu de ces accusations-là? Écoute, il n'en a pas parlé. Moi, j'ai lu son livre. Euh, J'étais dans la pièce où évidemment il tire à boulet rouge sur l'inconséquence de son patron. Il va pas se diminuer. Il va pas dire qu'il était pour les bombardements, quoique en filigrane, on voit bien que c'est la méthode forte qu'il privilégiait. Et donc, pour Trump, il s'en débarrassait d'une certaine façon. Alors, soudainement, après son départ de l'administration Trump, John Bolton est devenu la darling des libéraux. Alors là, on lui fait une place à CNN, on n'arrête pas de l'interviewer dans le New York Times et le Washington Post, on publie ses op-eds, alors qu'avant, on l'ignorait Oui. royalement. Ah oui, c'est un pestiféré, ben oui. Voilà. C'était du mauvais Et côté donc, de la force. il est récupéré par les libéraux qui disent, ah, regardez, même ce républicain radical trouve que le patron à la Maison-Blanche est un fou. Et donc, aujourd'hui, Trump se venge. Trump l'a dit pendant la campagne électorale, je vais me venger de mes ennemis.
On pensait que ses ennemis étaient surtout des démocrates. Eh bien là, la première vengeance, celle d'aujourd'hui, le FBI perquisitionne le domicile de Bolton, soi-disant parce qu'il pourrait détenir des documents secrets qui l'ont aidé à documenter son livre anti-Trump. Alors, on va voir ce que ça va donner, parce que s'il y a quelque chose qui réunit démocrates et républicains, c'est qu'il ne faut jamais s'attaquer aux élites aux représentants des élites. Parce que là, les élites peuvent former un bloc et Mhm. dire, celui-là, il est en train d'aller trop loin et on va s'unir contre lui. Ouais, Alors, ça dépend quel sort va être réservé à Bolton, et c'est jamais bon de s'attaquer, pardon, aux représentants de l'élite. Non, non, Voilà ce que j'avais à dire sur non, non, je Bolton. suis tout à fait d'accord. Quand les élites ont tendance à être attaquées par des outsiders comme ça, oui, oui, il y a une union sacrée de leur part parce qu'il ne faut pas que ça envoie un Ah, message à d'autres. Et puis, non, c'est c'est c'est- une caste. c'est presque là, c'est presque, c'est une caste et c'est presque les représentants du Deep State qui, qui- Oui, 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 oui. Bon, ben, écoute, merci. Alors voilà. Ben, écoutez, chers auditeurs, ben, c'est déjà la fin du premier épisode de notre deuxième année. J'espère que vous avez apprécié. Écoutez, laissez des commentaires. S'il y a des sujets que vous aimeriez qu'on aborde aussi, n'hésitez pas à nous faire savoir dans la section commentaires. Partagez la vidéo, c'est bon pour l'algorithme. Mettez les petits pouces en l'air aussi sur YouTube. Abonnez-vous à notre chaîne, hein, ça ne coûte rien, c'est un petit clic. Puis à chaque semaine, vous allez recevoir une notification vous indiquant à quel moment le prochain épisode va être mis en ligne. Donc écoutez, sur ce, on vous souhaite une agréable semaine et puis ce sera au plaisir de vous revoir dimanche prochain. Au revoir.